Bonjour à tous et merci à CNS pour l'organisation de cet événement. Ça fait du monde qui est réuni aujourd'hui pour parler de ce sujet, un sujet assez niche, pourtant le NetDevOps. Donc moi, mon sujet aujourd'hui va parler d'observabilité pour un point de vue opérationnel. Donc j'ai participé à des opérations réseau qui ont nécessité de monter une stack d'automatisation pour permettre la fiabilité, parce qu'il y avait un très gros taux de criticité sur ces opérations. Et donc aujourd'hui, j'avais une question pour vous. Qui a déjà poussé une ligne de configuration en production aujourd'hui? Okay. Bon, ben, ça va vous parler de ce que je vais vous dire, parce que au départ, quand on la pousse, on n'est pas du tout serein dans les premières fois qu'on le fait. Et au fur et à mesure qu'on a à le faire, on essaye de faire souvent des scripts, essayer d'être sûr de l'état qu'on a avant, de s'assurer que l'état qu'on a après va nous aller, on va dire. Et donc pour ça, je vais vous montrer une méthode qui est arrivée après avoir fait 8 ans d'automatisation réseau dans des contextes opérationnels, majoritairement pour des opérateurs. Et donc dans ce cadre-là, j'ai travaillé 6 ans chez Cisco, j'ai réalisé ce type d'opération. Aujourd'hui, depuis février, je travaille chez Arulo Solutions en tant qu'architecte automatisation réseau. Et donc, malgré mes 6 ans chez Cisco, j'ai travaillé sur différents types de constructeurs. Donc Cisco forcément, Nokia, du firewalling aussi. Et j'ai utilisé différents outils au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des projets. Certains pour les tester qui sont avérés bien et d'autres qui ne sont plus forcément sur cette liste. Et donc là, aujourd'hui, pour étayer mes propos, on va parler d'un cas d'usage précis, qui est les upgrades d'un routeur dans un backbone, en l'occurrence des Nokia. Et vous allez voir que la difficulté de l'opération n'est pas forcément d'upgrader le Nokia, parce que la seule chose qu'on fait sur le Nokia, c'est l'upgrade. Donc cet upgrade a un risque en tant que tel, mais la difficulté ici, d'où le cas du multivendor, c'était qu'on tapait des lignes de configuration dans tous les devices raccordés à ces Nokia et ces OS pour assécher le routeur primaire et basculer le trafic sur le redondant. Et donc, on va y placer les attributs BGP dans tous les routeurs autour, et donc ça va demander d'être capable de le faire sur du multivendor avec différentes manières, sur de l'iOS en CLI traditionnel, sur de la CI en API, et donc tout cela à gérer dans de l'automatisation pour qu'à la fin, on puisse être capable de comparer les résultats attendus et qu'on soit sûr que l'opération elle a bien réussi, que tout le trafic est remonté sur le primaire. Parce que forcément, une fois qu'on a upgradé le primaire, on va devoir upgrader aussi le redondant et ainsi de suite, et vérifier que tous les clients derrière soient toujours joignables. Donc ça, c'est le contexte. Et donc ce que je vous disais au début par rapport à la commande qu'on pousse, c'est rarement, le problème il vient rarement de la commande qu'on a tapée, même si il en résulte, mais il est lié parce qu'on n'a pas forcément la notion de quel est l'état du réseau avant l'opération et que cette commande va avoir un impact. Si on connaît l'état, si on sait qu'il n'y a pas de trafic, par exemple, peu importe la commande que je vais taper dans mon Nokia ici, j'aurai aucun problème parce qu'il n'a aucun trafic. À moins de cas très particuliers d'aller l'aspirer, mais c'est quand même assez rare. Donc je vais vous montrer la démarche que j'ai eu à faire que j'ai faite sur ce projet. Avant ce projet-là, j'ai toujours fonctionné avec des scripts, une arborescence JSON sur lesquels on stockait de la data. Donc j'avais mes scripts updatés sur Git, assez carrés d'un point de vue version control, mais tous les résultats de ces scripts étaient dans des JSON, dans les dossiers. Donc ici on peut voir opération, avec quel est l'ID de l'opération par exemple. Il y a des opérateurs, ils ont un système d'information qui enregistre leurs opérations avec des ID, donc on le garde ici. Sur quel device, quel check on a fait, on le met en données structurées pour qu'elles soient requêtables par nos scripts. Et de même pour les configs générés, on va avoir dans des ensembles de folders toutes les configs de tous nos routeurs. Donc on va faire des diffs, on va régénérer des configs et ça va potentiellement écraser celle-ci. On peut aller vérifier que la config avant-après d'un changement, c'est bien celle qu'on souhaite et ainsi de suite, mais tout ça c'est en mode fichier. Et donc on doit toujours aller lire des fichiers. Git nous fait du version control, mais ça reste assez artisanal. Donc derrière, par rapport au fait qu'il y ait du multivendor, il y a une côté obligation de modéliser la data. Et donc l'outil classique dans l'IT pour le faire, c'est le SQL. Et mes seules bases d'SQL, c'était 6 heures à l'école, parce que j'ai fait une dominante réseau. Et donc là, ici, une fois que j'ai fait du SQL, 3 heures après, j'avais un résultat, et des choses qui me fallait 30 lignes de Python, c'était devenu une requête SQL pour récupérer. Je me suis dit, mais
pourquoi je n'ai pas fait ça les 5 dernières années? Et donc ici, vous pouvez voir qu'on retrouve toutes les données qui étaient à l'intérieur des structures de fichiers dans des clés et donc des foreign keys en SQL qui permettent d'interconnecter la data et de la rendre relationnelle, ce qui est tout le but d'SQL. Et donc grâce à ça, la donnée elle est devenue interrogeable et la base de données SQL était suffisante pour être requêtée pour n'importe quel moment de l'opération, parce que cette donnée SQL, elle sait où on en est, elle sait qu'on est en phase de pré-OP, pendant l'opération, l'upgrade est en cours, on est en post-opération. Tout ça, c'est décrit dans le SQL à travers le modèle qu'on a mis. Or, moi, avant, c'était décrit dans mes structures de dossier. Donc, mes scripts devaient comprendre la structure de dossier, enfin, je devais l'avoir codé dedans. Tandis que là, tout ça, cette difficulté est passée dans la modélisation, qui était finalement très simple à réaliser. Ça m'a pris quelques heures. Donc, ce que j'ai en phrase clé ici, c'est ce qui était un tas de fichiers devient un modèle interrogeable. Donc, vraiment, n'importe quelle demande. J'en avais plein que je n'avais pas pensé à faire avant. Aujourd'hui, je faisais une requête SQL et j'avais la réponse à ma demande, alors qu'avant, je faisais des boucles for dans mon Python, par exemple, pour je veux ce dossier, rentrer dans le dossier du dessous, puis si c'est la dernière timestamp, je le prends. Là, ici, j'avais tout en fonction de mes phases en une requête SQL. Ensuite, une fois que j'avais du données SQL, je me dis, mais finalement, tout le web, tous les sites qu'on voit sur le web, pour ainsi dire, sur ceux qui sont statiques, ils se basent sur une donnée SQL, donc pourquoi pas afficher la donnée et la rendre partageable aux différents utilisateurs du projet. Et donc là, ça a imposé dans l'interface de la rendre, ce que je vais dire, un système. C'est-à-dire que j'impose à l'utilisateur, il ne va pas run le script 1, puis le script 2, puis le script 3 dans l'ordre que j'ai écrit dans le README du Git. Maintenant, c'est le système, c'est l'interface qui va lui imposer. Il ne va pas pouvoir faire l'upgrade tant qu'il n'a pas fait cette check et run les commandes de préparation de l'opération. Et donc on a différentes phases, je l'ai appelé pré-opération, in progress au moment où l'upgrade est en cours, post-opération et des vérifications potentiellement le lendemain matin ou plus tard dans la nuit, quand un autre acteur doit vérifier. Il y a un problème qui se détecte une fois qu'on est parti se coucher typiquement et il doit aller vérifier que ça marche, il peut aller refaire un check pour voir si quelque chose a bougé entre la fin de mon opération et un temps ultérieur pour savoir si potentiellement ça ne vient pas de l'opération de cette nuit par exemple, ou si. Et donc c'est observable pendant parce que l'outil nous donne cette aide à la décision et cette information du modèle SQL. On peut faire la vue qu'on veut dans l'interface. Donc les ingénieurs réseau me demandaient des vues. Typiquement pour ce projet, d'un point de vue organisationnel, il y avait un ingénieur réseau et moi je faisais que l'automatisation. C'était la première fois que je le faisais. D'habitude je faisais toujours les deux. Et là j'avais dit c'est trop gros, je ferai que la partie automatisation. Mais j'aurais un peu moins besoin d'explications que le développeur lambda parce que je saurais le faire en réseau si j'avais le temps. Et donc c'est interrogeable après. Le matin, on peut aller vérifier que tout va bien si on a un appel d'un client ou ainsi de suite. Et c'est rejouable plus tard, c'est-à-dire que c'est arrivé maintenant, ça a eu lieu il y a 1 an et demi, les premières. On doit ré-upgrade ce même SROS et on a pu voir comment on avait fait il y a 1 an et demi et rejouer la même opération parce qu'il n'y a pas eu de changement significatif ou alors il y a eu un nouveau routeur interconnecté qu'on a pu redécouvrir et ainsi de suite. Donc, par rapport au script, le modèle il a été étendu pour gérer ces logs de phase, ce multi-user dans l'interface, mais il est le même qu'avant, à ces petites différences près. Et du coup, ça devient une opération que je considère fiable, puisqu'elle est observable, interrogeable et rejouable plus tard. Ce n'est pas un script où on a fait une ordre d'exécution. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans avant, donc je pense aussi que vous avez certains d'entre vous qui continuent à faire ça. Et ici, ce qui m'a permis d'aller construire un système, c'est qu'il y avait jusqu'à il y avait 120 routeurs upgrade sur une période de 2 ans auparavant, que là, grâce à ces outils, on a fait en 8 mois. Aujourd'hui, chez Arolo Solutions, fort de cette expérience, on essaye d'industrialiser ce système. Donc pour industrialiser ce système, on part des devices réseau sur lesquels on va collecter de la donnée. Donc peu importe le protocole, le but du collecteur, c'est d'être capable de collecter de la donnée, peu importe d'où elle provient en fonction des besoins. Donc on le modélise, on va dire un neighbor BGP, que ça soit un Nokia, un Cisco, un XR, un Nexus. On le modélise pareil. Forcément, il y a toujours des petites différences. Il peut y avoir un attribut en plus chez Nexus parce qu'il s'est implémenté différemment. Mais au maximum, on essaye de modéliser la donnée pour que ça soit interrogeable, peu importe le vendor.
Ensuite, on va en faire des snapshots. Donc, on peut faire des snapshots, identifier qu'on est avant l'OP, faire des snapshots tous les jours et travailler sur ces snapshots ensuite pour les comparer. On peut comparer celui de la veille, on peut avoir un état du réseau qu'on considère c'est le golden state, tout va bien, ce jour-là, j'ai pas de problème. Du coup, c'est typiquement ce que je dis ici, on a une référence, et ma référence, c'est que j'ai 4 neighbors BGP de up, mes adjacences OSPF sont OK, ISIS aussi, mes statuts interface, c'est 48 sur 48, et les routes, ça ne matche pas, mais on sait qu'il y a des variations normales. Donc là, on a eu un aide à la décision. Quand je suis devant mon outil, tout ce qui est vert, potentiellement, je le zappe et je sais que c'est OK, et je regarde que le jaune, et là, je me dis OK, unmatch, les routes, ça peut varier, c'est pas un critère, c'est un critère qui est variable dans le temps. Et donc, cette stack de collection, de modélisation, de comparaison qu'on a ici, qui peut être fait projet par projet ou industrialisé, elle a plein de cas d'usage possibles opérationnels, comme upgrade dans mon cas, swapper des ports, des châssis, changer totalement le routeur. Et aussi, on peut aller l'utiliser pour faire de la supervision, parce qu'on peut très bien taguer à une phase avant OP, une phase après OP, mais on peut très bien se dire tous les jours, je fais un check, ou avoir de la donnée toutes les 30 secondes. Derrière, c'est le système IT qui doit scale, mais c'est faisable et utilisable aussi pour de l'observabilité dans le temps. Donc, du coup, ce que j'aurais aimé savoir au début de faire de l'automatisation réseau, c'est qu'il faut mieux choisir un protocole donné qui nous prépare la donnée, c'est-à-dire même SNMP, ça a beau être legacy, il vaut mieux utiliser SNMP que CLI, parce que parser de la donnée en CLI, pour l'avoir fait pendant des années, ça a toujours été le pain point des projets. Il y a beau avoir TextFSM, TTP, si vous connaissez, mais c'est une galère, et dans une petite release note cachée, on va voir qu'entre l'OS 7 et la 8, et ils ont changé, ils ont ajouté une colonne dans le tableau et il n'y a plus rien qui marche dans le template, tandis que SNMP, dans la majorité des cas, ça sera disponible sur vos routeurs et vous pourrez avoir dans la majorité des cas la même information. Et après, si vous avez du GNMI ou du netconf, on peut même aller plus loin en utilisant ces mêmes protocoles pour faire de la config et faire la télémétrie at scale. Donc ensuite, modéliser la donnée pour la rendre requêtable. Et si vous essayez, après que je vous ai convaincu, vous allez voir que si vous modélisez votre donnée, en une requête SQL, vous allez réussir à faire des choses qui vous prenaient quelques heures de scripting. Bon, avec l'IA, c'est moins le cas, mais avant, c'était bien quelques heures de scripting au lieu d'une requête SQL. Et l'IA saura très bien vous donner une requête SQL si vous lui donnez votre modèle que vous avez modélisé à cette étape. Et le 3, pour être serein lors d'une opération réseau, on sait ce qu'on attend. On sait qu'on attend que tous les bords BGP remontent. Dans mon cas, que mon ISIS soit up avec ses nombres d'adjacences. Et donc, si on a l'info de ce qu'on a avant, on sera serein quand on verra le retour après. Là, dans mon cas, il est 5 h du matin. Je suis totalement cuit. Je suis bien content que l'aide à la décision me dise tout est vert et on a ce petit souci. On regarde juste ce petit problème. Donc, mais on sait sur quoi se focus. On a un outil d'aide à la décision. Ça veut dire qu'on n'aura pas de problème, mais ça veut dire qu'on saura identifier beaucoup plus vite. Donc, pour vous donner une idée, là, c'était une comptable de grade de 2 ans qu'on a fait qui avait eu quelques incidents, et on a fait en 8 mois avec 0 incident. Et donc dans mon cas, vu que c'était un opérateur avec beaucoup de clients, il y avait 50 personnes en astreinte quand on faisait les opérations, et elles n'ont jamais été appelées une seule fois. Et moi je me disais toujours, si jamais ça plante et qu'on doit appeler les 50, c'est mon salaire annuel qui y passe. Et donc voilà, et après et chez vous, est-ce que votre automation vit dans Home User Script ou dans un système partagé? Merci à tous. Il y avait une supervision opérationnelle. Après, elle ne nous dit pas quelle configuration a impacté ces problèmes opérationnels. Mais il y avait une supervision opérationnelle. Après, le but, c'était de finir l'opération. Et c'est toujours le souci dans les gros groupes, c'est que cette supervision est orchestrée par une autre équipe qui nous demande de la vérifier à la fin de l'opération. Et est-ce qu'on peut nettoyer tous les logs de cette opération? Il y en a combien? 500. Ouais, bon, il va peut-être falloir que je fasse le logiciel pour mon opération avec mes besoins, parce que si je dois lire 500 logs à 4 h du matin, je ne saurais jamais lequel peut être problématique. Et donc généralement, ce qui se passait à la fin, c'est qu'on leur demandait de clear tous les erreurs qu'ils avaient eues pendant,
et pour être prêt au cas où il y a un problème qui arrive derrière, parce que des fois, on ne sait pas, il y a un problème 1 heure après parce que quelqu'un se reconnecte ou ainsi de suite. Mais là, du coup, la partie opérationnelle était vraiment gérée au sein des applis qu'on avait dans l'opérationnel. Et derrière, on utilisait la supervision enfin, une personne de la supervision l'utilisait en check. Après, ça, c'est vraiment la partie alarming, là, que je dis. Et derrière, il y a une supervision continue du réseau, vu que c'est un grand opérateur français, qui nous dit si ils voient ou pas un problème dans leur service interne. Mais on essayait d'être totalement indépendant pour être capable de faire la requête qu'on avait besoin d'un point de vue réseau. J'ai eu le cas où il y a un Windows Server qui s'upgrade à 1h du matin et on a lancé notre upgrade à 1h du matin. Et heureusement on a juste cherché l'IP, on a cherché l'IP dans nos tools, et vu qu'en pré-OP, en fait, je récupérais tout l'état de des neighbors BGP, de toutes les receive, advertise routes, de tout le réseau, chaque début d'OP. Et ben, je savais que cette IP, elle n'était pas du tout sur un site auquel je touchais, et donc ça a duré 5 minutes. Mais quand on n'avait pas l'outil, pendant 2 jours, il y a eu ce débat de est-ce que c'était notre opération qui avait planté ce serveur sur tel data center à l'autre bout de la France, alors qu'on n'y touchait même pas. En fait, généralement, la méthode, c'est de se dire, OK, je connais bien XR, iOS XR, un OS backbone de Cisco. Il me plaît, j'ai l'habitude de travailler avec, sa modélisation Yang, elle est comme ça. Bah, je vais garder sa modélisation que je vais modéliser en SQL et je vais maximum matcher toutes mes AutoS avec cette même modélisation pour être capable de le requêter quand j'en ai besoin. Parce que le souci, c'est que même chez Cisco, je prends Nexus, c'est modélisé différemment. Je veux faire du Nokia, c'est modélisé différemment. ACI, on n'en parle pas. Donc réussir à justement avoir typiquement cette info dans l'outil, là, on pouvait rechercher une IP et savoir où est-ce qu'elle sortait du réseau. Ça, si j'ai pas fait ma modélisation de tout mon parc, je peux pas le faire typiquement. Et la conversion de base de données, tu as des outils automatisés pour passer modélisation Yang on fait le modèle et derrière, quand on va récupérer de la data, il y a du Python, en l'occurrence ici, pour faire cette injection en base. Et vu que l'avantage d'une base de données, quand on l'a modélisée, on a dit que ses chances étaient forcément une IP, si c'est pas une IP, il la refuse, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui sont facilitées par la modélisation, qui sont en moins à coder grâce au SQL, en fait. Et c'est vraiment ce plus-là. Alors que si on resterait en Yang, on serait toujours aussi dans un arbre de données hiérarchique, tandis que là, en SQL, on est dans du relationnel beaucoup plus simple à requêter pour des besoins d'opération ou de relationnel. Les snapshots, c'est l'équivalent d'une ligne d'un tableau. On snapshot à un temps. Et ensuite, on peut, dans le tableau, prendre n'importe quel snapshot, celui de 10h05 et celui de 8h du matin, et en faire un tableau de diff parce qu'on a modélisé la donnée. Et donc, on sait quoi la comparer dans le temps, vu qu'on a exactement la même modélisation. Mais là, c'est une abstraction. Genre, par exemple, c'est un compteur d'interface. Ça peut être 4 interfaces en base, comme le chiffre 4, parce qu'on a mis un compteur en base. Ça, c'est un choix qu'on fait. Typiquement, le nombre de routes. Les problématiques que j'avais, c'est que là, c'est une requête SQL qui va compter le nombre de routes totales en base, mais on pourrait juste stocker le nombre de routes. C'est juste que moi, j'ai eu des besoins d'avoir toutes les routes en base pour faire savoir où elles étaient, parce que ça a posé des problèmes dans les premières opérations, mais c'est des choix. Chaque opération, j'avais 1 500 000 routes à peu près, parce que je stockais tout le réseau, fois le nombre de fois où j'avais le snapshot. Et en fait, moi, j'avais exactement la même idée que toi, de dire ça va Pascal, ce que je vais faire. C'est pour ça que je reviens à PostgreSQL, c'est que PostgreSQL, avant d'atteindre des dizaines de milliards de data, on n'a pas de problème dans PostgreSQL. Donc là, je stockais 1 500 000 routes à chaque snapshot. Ce qui était long, c'était de les récupérer des routeurs et de les envoyer dans la base, mais la query, elle durait des millisecondes. Les scopes des routes ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand quelqu'un nous dit « mon serveur est done, il a telle IP », je veux savoir d'où il provient, est-ce que j'ai bien impacté par l'OP, c'est quelle heure, c'est 2h30 du matin, bah ouais, à cette heure-là j'avais fini, en plus il est à l'autre bout de la France, donc c'est pas... Voilà. Mais ce qui m'intéresse pas, c'est de savoir où est-ce que le 72 16 31 était routé, c'était pas ça mon point, parce que là on est sur un scale énorme, on était vraiment pour du besoin en fonction des clients derrière qui étaient impactés. Et après, pour pouvoir afficher... Pour avoir un tableau de 125 000 routes, on fait de la pagination pour afficher que les 10 premières et un champ de search qui fait une requête SQL dans la base. Avant, tout début, mais ça a duré pas très longtemps, quelques jours, du Excel, j'exportais du SQL, j'exportais des Excel,
Mais après, j'ai vite arrêté ça. Parce que si je restais dans Excel, il prenait mon PC et la RAM, elle montait, alors que si je faisais ma requête SQL, ça prenait sous la milliseconde, donc j'ai arrêté. Mais à la base, c'était juste un site statique qui avait la recherche SQL pour pile ce que j'avais besoin. Enfin, je l'ai fait, l'IA, c'était ChatGPT, c'était novembre 2023, le début du projet. Aujourd'hui, faire une page HTML pour votre besoin d'opération SQL, ça reste... c'est faisable pour essayer de donner, quoi. Faire une modélisation et faire un tout petit tableau, le tableau de ce que vous avez besoin, c'est faisable assez facilement aujourd'hui. Ouais, il y a des critères de tolérance. Typiquement ici, on savait que si les routes variaient de plus ou moins 2%, ça ne nous dérangé pas. Pour éviter, avoir un maximum d'aide à la décision et de pas faire peur aux users. Moi, je faisais les nuits avec l'ingénieur réseau. Enfin, j'ai fait les 10 premières. Après, j'ai plus eu besoin de les faire. Ça tournait tout seul. Ce côté, il était géré au fur et à mesure. On disait, ok, bah ça, on sait que c'est pas grave. On l'avait appris au fur et à mesure. Alors le socle aujourd'hui chez mon client sur lequel j'ai fait, parce que là, à ce moment-là, le code n'était pas la propriété intellectuelle c'était la propriété intellectuelle de mon client. Il payait mon temps et moi je lui donnais mon code, quoi. D'où le changement de paradigme avec le fait que j'ai changé chez Arolo Solutions en février. Et là, on code pour nos clients et leur donner des solutions. Donc aujourd'hui, le collecteur existe pour aller collecter la donnée et il la modélise aussi. Le collecteur fait ces deux étapes. Il permet d'atteindre la modélisation et derrière, vous pouvez aujourd'hui créer votre propre interface, mais demain, on va faire un outil qui s'appelle State Engine pour gérer des comparaisons de snapshots au-dessus de notre collecteur. C'est dans notre roadmap pour septembre. Mais l'outil qu'avant, on a appris pour faire ce qu'on fait aujourd'hui chez Arolo Solutions.